Voilà, donc on va débuter la séance. D'abord avec la représentante ce soir de l'IHEST, Lucie Grasset, qui est donc représentante de l'Institut des hautes études pour la science et les technologies. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait maintenant 4 ans qu'on chemine avec Yann Thomas et ses étudiants à l'occasion du premier semestre de chaque rentrée universitaire. Donc vous avez l'occasion de rencontrer des gens un peu particuliers qu'on appelle les auditrices et les auditeurs de cet institut de hautes études. Aujourd'hui on dit par les sciences et la technologie. Donc voilà. Qui viennent à vous pour vous faire part de leur expérience, de leur vécu et qui engagent avec vous un dialogue, parfois avec des liens extrêmement directs entre arts et sciences, parce que c'est un thème qui nous est cher à l'IHEST, et parfois sur des choses beaucoup plus larges. Ce thème arts et sciences, j'allais dire, il est consubstantiel de la création de l'IHEST, puisque notre premier rendez-vous en 2006, nous l'avons fait. Donc, je vous rappelle, c'est une formation ouverte aux cadres dirigeants, et nous l'avons fait dans un site extrêmement inspirant qui s'appelle Art Questionnant, de l'architecte Claude Ledoux, qui se situe donc en Franche-Comté, et c'est un lieu extrêmement important pour nous, puisque nous l'avons fréquenté pendant au moins une bonne douzaine d'années. Et dans ce lieu, mais aussi dans d'autres lieux, nous avons travaillé cette question de la relation science et art. C'est comme ça qu'on a rencontré votre professeur, Yann Thomas, à Metz, à l'Opéra de Metz, qui a fait une brillante conférence sur les corps. Je me souviens très très bien. J'avais à côté de moi un commissaire de police qui se disait « Où suis-je tombé ?» Et c'était assez drôle. Et ce lien avec les arts, on les a toujours eus. Je vais citer mon collègue qui est absent ce soir, Olivier Darbouche, et moi-même, dans notre bureau, dans les années 2012, 13, 14, on avait un bureau commun. Et on ne commençait pas une journée sans lire un poème. Et puis on a découvert un jour que l'Agence nationale pour la recherche avait financé un programme sur poésie et science. Et de ce programme est sorti un gros bouquin qui s'appelait Muse et Ptérodactyle, qui est sorti en 2013. La poésie scientifique entre 1792 et 1939. Et de ces lectures, nous avons fait un événement pour les vœux 2014-2015, la mémoire de passe un peu. Et c'était la première fois qu'on invitait, au sens très large, la littérature. Ce soir, c'est important pour nous parce que nous y revenons au travers l'œuvre de Catherine et de la rencontre d'un de nos auditeurs, Patrick Caron. Je laisse Yann présenter. Et c'est très important pour nous de continuer à filer ce lien régulièrement. Et merci à Yann, et merci à l'Université Paris 1, merci monsieur Jacinto Laguerra. Voilà, pour votre accueil et puis avoir mobilisé tous ces jeunes gens à l'occasion de cette journée. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, vous n'imaginez pas ce que Lucille et toute l'équipe, Mélissa est là aussi, font pour mettre en œuvre, des conférences, des rencontres, des croisements de compétences. C'est un vrai bijou de la République, puisque c'est un institut des hautes études qui réunit donc chaque année une cinquantaine de hauts fonctionnaires qui ont des responsabilités et qui doivent être inspirés par autre chose qu'un entre-soi. Et donc c'est un peu finalement ce qu'on fait nous ici. On est traversé par plein d'idées, par plein d'inspirations, par finalement plusieurs sujets. Et là, ce sujet, je pense qu'il peut vous
intéresser parce que c'est un sujet qui touche les arts et qui touche la recherche scientifique. Vous écoutez peut-être Étienne Klein tous les samedis. Étienne Klein, c'était président de l'IHEST à un moment donné. Étienne est un ami également. Il réalise beaucoup d'interventions qui sont peut-être grand public, mais qui sont en même temps accessibles. Et cette accessibilité que l'art peut aussi permettre à certains moments. Je dirais que les gens se parlent, par exemple, tout simplement, à travers l'art, c'est possible. Dans d'autres cas, c'est pas possible. Et donc, c'est là où, voilà, ce lieu, cet Institut des hautes études, qui est notre partenaire, le Kiné Marty, de l'histoire 20h, amphithéâtre ouvrier, eh bien, c'est un institut qui réussit à créer un bridge et une vraie relation. Alors, ce soir, nous avons le plaisir de nous retrouver dans une intervention un peu particulière puisqu'elle n'est pas monographique, elle ne va pas donc concerner une seule personne, elle va concerner la rencontre entre deux personnes, que sont Catherine Béguillot-Boileau, ici présente, et Patrick Caron. Alors, l'idée, ils ont intitulé l'intervention « Récit de fiction, paroles scientifiques, un dialogue sur nos futurs alimentaires et migratoires. » Donc on va parler d'un roman qui s'intitule Des vies sans refuge, et nous allons avancer, il y aura des lectures, et vous allez voir, c'est assez singulier. Donc Patrick Caron, je commence par lui, qui est à gauche, est co-président de l'Agropolis International, président du conseil d'administration de l'organisation internationale, le CGIAR, le groupe consultatif international pour la recherche agricole. Il a été président du groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale, le CSA, de 2015 à 2019. Il a été vice-président de l'Université de Montpellier dans les relations internationales, directeur international de l'initiative Montpellier Université d'Excellence, ULUS, très beau, c'est incroyable cet acronyme, et directeur du Montpellier Advanced Knowledge Institute on Transition, le MACIT, waouh, c'est pas mal aussi. Chercheur au CIRAD, et évidemment membre de la promotion de l'IHEST, Léonard de Vinci. C'était pas mal de jeter dans les mains. Je suis jeune, moi. Je suis en 2018. Voilà, vraiment, nous on a pas, mais c'était pas mal. Ouais. Joli Curie, c'était pas mal. Alors, Catherine Béguillot-Boileau est conseil éditorial et auteur. Elle a été chargée d'activité territoriale de l'IHEST. Elle est responsable du pôle programmation du cycle national de formation de l'Institut. Donc, a lieu tous les ans. Comme je disais tout à l'heure, c'est la réunion d'une cinquantaine de personnes tous les ans. Elle a travaillé près de 20 ans sur les questions européennes pour la presse agricole, le quotidien La Tribune, puis le think tank Confrontation Europe et la Maison de l'Europe de Paris. Diplômée de Sciences Po Paris et en droit, elle a débuté en presse régionale et collaboré à divers titres de la presse économique nationale. Des vies sans refuge, c'est le deuxième roman qu'elle a commis, après un premier qui s'intitulait La fête carnivore, en 2017. Voilà, nous allons également avoir la joie et la voix d'une lectrice très expérimentée, qui est également directrice événementielle en la personne de Laurence Webb, que je remercie de s'associer à cette très belle soirée. Donc je vous laisse la parole immédiatement pour cette heure et demie d'intervention qui pourra être suivie évidemment de questions. C'est assez singulier, donc je ne sais même pas si j'ai pu un peu le dérouler, c'est très précis, mais je vous laisse la surprise. Patrick Caron, qui
qui a signé la préface de ce récit, Des vies sans refuge. Un récit qui inspire aujourd'hui ce dialogue. Remercier mon éditeur Sylvain Almond, fondateur de Serendip Éditions, et puis bien sûr l'équipe de l'Institut des hautes études par les sciences et la technologie, et tout particulièrement sa directrice adjointe Lucie Grasset, Olivier Darbouche, qui est responsable du réseau des auditeurs, et Mélissa Huchely, directrice de la communication, et qui est aussi cette équipe avec laquelle j'ai vraiment eu le plaisir de travailler. Et remercie encore mon amie Laurence Cohen. Je voudrais aussi vous préciser d'où je parle aujourd'hui. En fait, je vais vraiment parler en tant qu'auteur. Je ne suis ni scientifique, ni universitaire. Et en fait, mais par mon compagnonnage de route, eh bien, comme le dirait Sylvain, j'ai eu la chance de côtoyer des scientifiques dont les ressources, les travaux ont inspiré en fait mon imaginaire et l'exploration que je fais aussi du futur dans mes fictions, puisque les deux sont des fictions d'anticipation. Alors, pour situer brièvement le sujet du roman qui s'appelle donc Des vies sans refuge, eh bien, il était une fois un groupe de migrants qui est pris au piège des machinations je vais manger là, d'une multinationale de l'agroalimentaire, dans un monde qui est dominé par une grande puissance, que j'appelle l'Empire, et qui est bouleversé par les crises climatiques et alimentaires. Alors bien sûr, ce récit s'inscrit dans un foisonnement de littérature, de l'imaginaire qui signe des temps, en fait, s'empare de la crise écologique. Et en fait, ce questionnement, si on regarde un peu l'histoire de la littérature, il n'est pas si neuf. Et je voudrais citer un poème de Voltaire qui s'appelle Le poème sur le désastre de Lisbonne, qui a été écrit en 1756, où il parle avec beaucoup d'émotion du tremblement de terre de l'année d'avant, de 1755, et il en parle de façon finalement assez apocalyptique, et finalement il pose une question ô combien actuelle, celle de la fragilité, la précarité du vivant sur la planète. Et Patrick Caron, dans la préface, écrit à propos de mon récit. Il s'agit bien d'une allégorie, celle du monde actuel qui se projette dans un avenir. Et il ajoute, par la force de l'imagination, eh bien, ce récit nous invite à nous engager sur les chemins de la prospective. Et la prospective, justement, je voudrais citer l'ancien recteur de l'Université de Lille, Pierre Georgini, qui parle de notre période comme une période, dit-il, en transition fulgurante, et qui, dans une récente université territoriale de l'Institut, nous a dit, certes, nous avons bien conscience tous d'un basculement, mais nous sommes en peine de nous représenter ce qu'il advient. L'incertitude, disait-il, est radicale. Et quand j'ai préparé, j'ai réfléchi à ce dialogue, je me suis dit, n'est-ce pas justement cette incertitude qui peut nourrir le dialogue entre la science et la littérature? Est-ce que la littérature pourrait nous aider à vivre et à comprendre cette incertitude? Parce que oui, ok, avec Georges-Louis, il y a bien conscience d'un basculement. Je voudrais citer à ce propos un récent sondage qui a été fait pour le réseau Action Climat d'octobre 2005 et qui montre que 90% des Français sont inquiets du changement climatique et même 32% très inquiets. Et donc, bien sûr, dans cette prise de conscience, on ne saluera jamais assez les travaux scientifiques et ceux du GIEC. Et comme l'assure d'ailleurs un professeur de l'université de Pau, qui s'appelle Riccardo Barantini, il dit bien oui, les rapports du GIEC ont permis à la communauté scientifique de mettre en garde les décideurs politiques contre les effets délétères pour l'équilibre climatique du modèle de développement dominant. Mais cependant, et c'est ça moi qui m'intéresse, il ajoute
Quant à la description des effets futurs, la science ne peut pas se prononcer avec une certitude absolue, mais seulement en termes de probabilité et de risque. Et je tiens à préciser que ces propos sont tirés d'un très bel ouvrage qui s'appelle Faire avec le sauvage, renouer avec les vivants, et qui est tiré d'un colloque de Cerisy, le Centre international de Cerisy, placé sous la direction ce colloque des professeurs Colette Camelin et Alain Augustin et du regretté agronome Raphaël Laferre. Et à l'appui de ces propos sur l'incertitude, je voudrais citer aussi des récents travaux scientifiques et notamment un rapport qui s'appelle le rapport Global Tipping Points, qui est sorti en octobre 2025 sur le franchissement des points de bascule climatique. Et c'est un rapport qui souligne vraiment avec force cette imprédictibilité du monde futur. Et donc, oui, de la littérature dans ce contexte, eh bien, elle permettrait, par le fait même du récit, de vivre avec ce trouble. Car en fait, si nous sommes vraiment en peine de nous représenter, comme le dit Georges Hume, ce qu'il est en train d'advenir, et notamment les conséquences systémiques de ce réchauffement climatique, eh bien, c'est aussi parce qu'à notre échelle, au niveau de l'individu, eh bien, c'est quand même très complexe d'en reconnaître la menace directe et d'envisager finalement sa participation à ces phénomènes. Alors, la crise climatique ne serait-elle pas aussi une crise de l'imagination? Et c'est l'auteur et essayiste indien Amitav Ghosh qui le suggère. Et d'ailleurs, un climatologue anglais, professeur à Cambridge, je crois, était aussi géographe, Michael Hume, il appelait dès 2009 à considérer le climat comme, je cite, une idée imaginative et donc qui pourrait s'incarner dans une pratique culturelle. Car n'est réel, en fin de compte, que ce que notre imaginaire est capable d'habiter. Donc, il faut produire des images, des récits, et finalement, imaginer, c'est-à-dire sympathiser avec le monde qui arrive. Et ces propos sont de Jean-Christophe Cavalin, dans un ouvrage Vallée Noire, vers une écologie du récit. Et d'ailleurs, toute la bibliographie, celle de Patrick et la mienne, je l'ai transmise au professeur Yann Thomas. Donc là, on a mis quelques illustrations, et donc on pourrait lui demander. Et donc, cette incarnation finalement imaginative d'un dérèglement, là en l'occurrence du dérèglement climatique, et de ses conséquences dont on commence sur les plans alimentaires et migratoires, c'est ce que j'ai tenté de faire dans ce récit, en dévoilant des expériences singulières. Et donc, pour illustrer ce que je dis, je voudrais inviter Laurence à lire le premier extrait de ce récit. Indifférent au fracas environnant, il s'attarda à admirer les formes de l'inconnu, son fessier bombé en haut, perché de Vénus noire. Il entreprit de l'allonger sur le dos. Son corps, souillé, était labouré par d'innombrables meurtrissures, mais elle ne semblait souffrir d'aucune profonde blessure. Elle se laissait faire, signifiant son extrême lassitude de vivre encore. La violence du courant avait aspiré toute son énergie. Éteinte dans les bras de l'homme, elle et lui formaient une étrange piéta, pressés l'un contre l'autre, semblant n'attendre aucun salut. Combien d'heures restèrent-ils ainsi, guerriers abandonnés par le courage, incapables de se relever? La colère infernale poursuivait sa macabre besogne. Le camp situé en amont n'était plus qu'une immense décharge dans laquelle s'agitaient les premiers secouristes cherchant les vivants et les morts. Les parois de baraques disloquées, les végétaux fracassés, les détritus d'humbles objets se ruaient vers l'aval, emportés par la rage dévastatrice tombée du ciel. Ces jours d'apocalypse s'étaient passés.
il y avait 3 ans déjà, Martin Villard avait conservé dans son registre des faits extraordinaires de ma vie un article imprimé sur la catastrophe. Sous le texte, il avait dessiné une frise colorée. Elle représentait une femme noire au corps de sirène, allongée et souriante au bord d'une mer bleue calme. Plusieurs lignes étaient consacrées à son exploit. Un ancien dirigeant de la VFCC se jette dans le torrent de boue pour sauver une migrante. L'article revenait sur les causes du drame. Pendant plusieurs jours, des pluies diluviennes s'étaient abattues dans le sud du pays, provoquant des glissements de terrain. Des pans entiers de terre s'étaient affaissés sur des centaines de mètres, dans un petit vallon aride où se trouvait un camp provisoire de migrants. Ces occupants avaient été surpris dans le soleil, au milieu de la nuit. L'article précisait que, dans cette région, les milliers d'hectares abandonnés avaient été dévastés par des incendies des années précédentes. Sans végétation pour la retenir, la terre, autrefois nourricière, rejetée dans des flots de boue ceux qui avaient fui les contrées lointaines ou inhospitalières. Le ministère de la gestion des catastrophes naturelles avait comptabilisé 150 morts, 70 blessés et une vingtaine de disparus. Depuis la lointaine capitale de l'Empire, où il assistait au sommet du GAC, groupe pour l'adaptation au changement climatique, le président de la République avait exprimé sa profonde tristesse à la suite de l'accident du camp Hope numéro 4, dans lequel tant de migrants avaient perdu la vie. Alors comment, Patrick, comme scientifique, appréhendez-vous cette incertitude dont nous avons parlé avant? Merci Patrick. Moi j'aimerais déjà également remercier. C'est un lieu inhabituel pour moi. Remercier Yann de l'Université et l'IHEST pour organiser ce moment d'échange inhabituel entre les mots et les disciplines scientifiques dont je vais parler. Merci beaucoup aussi à Catherine pour m'avoir invité. C'est vrai que je vous avoue que j'ai été un peu surpris au début quand Catherine m'a contacté pour écrire la préface. Pourquoi écrire la préface? Pourquoi moi? Voilà, en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends du plaisir aussi ce soir. Avant de revenir sur la force des mots et de l'imaginaire, je vais peut-être juste essayer de traiter d'une manière superficielle une question un peu provocatrice. Est-ce que la science sait et est-ce que la science permet de décider? Et je pense que ça fait écho à l'IHEST, puisque l'ambition de l'IHEST, c'est de créer une culture scientifique entre les différentes catégories de personnes et d'institutions impliquées dans la vie de la cité. Donc, est-ce que la science sait? Je vais me dire pourquoi poser cette question, et je donnerai probablement la réponse en disant que la science produit des connaissances. Certes, elle produit des connaissances, mais elle ne sait pas, je pense que je n'aurai pas de difficulté à vous convaincre, elle ne sait pas nécessairement prévoir le futur, prédire le futur. Dans le domaine qui est le mien, je vais vous en donner deux exemples. 2008, dans 37 pays dans le monde, puisqu'on a fait écho à certains mots qui étaient assez violents, dans 37 pays dans le monde, en même temps, il y a eu ce qu'on appelle les émeutes de la faim. Le monde a été secoué, alors les plus jeunes d'entre vous ne s'en rappelleront probablement pas, mais qui était lié à un problème de volatilité des prix et les prix qui ont explosé de toutes les matières premières, en particulier l'alimentation. Un an avant, il y avait eu un rapport de la Banque mondiale sur l'état de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde. Chaque année, la Banque mondiale produit un rapport basé sur l'expertise, les connaissances dont on dispose, etc. Personne n'avait vu venir le problème. Un an avant, personne, sur la base de l'ensemble des informations
scientifique, personne n'avait imaginé qu'il puisse se dérouler un problème comme celui-là. Je vais vous en donner un deuxième exemple. Vous savez qu'on va bientôt être 9, peut-être 10 milliards d'habitants. On avait passé le seuil de 8. On était 1 milliard d'habitants en 1800, vous voyez un peu la progression. On était 3 milliards d'habitants en 1960. Donc depuis déjà pratiquement un siècle, la grande question c'est est-ce qu'on va pouvoir produire assez pour alimenter la planète. Et tout le XXe siècle a été organisé au niveau de l'agriculture et de l'alimentation, sur produire plus. Il y a une dizaine d'années, on a fait des projections et passer de 8 milliards à 10 milliards d'habitants, sachant qu'il y a aussi une modification des régimes, en particulier de la consommation de produits d'origine animale, et que si tout le monde le monde entier se met à consommer autant de produits d'origine animaux qu'on en consomme dans les pays de l'OCDE, certains disaient qu'il va falloir doubler la production d'ici 2050 ou 2030 pour pouvoir alimenter tout le monde. Et puis après, on l'a revu à la baisse. Et puis c'est devenu 70%, parce qu'on s'est quand même dit qu'il y avait des marges de manœuvre sur la réduction des pertes gastriques. Et puis c'est passé à 60%. Et donc il y a une immense polémique autour de ça. Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est 70%? Est-ce que c'est 60%? Vous voyez bien qu'on ne va pas faire les mêmes choses en termes de politique et d'accompagnement et de la production et de la consommation selon ces projections. Donc oui, la science, elle sait beaucoup de choses, elle produit des connaissances, mais elle ne produit pas le futur. De la même manière, est-ce qu'elle est capable de décider la science? Et donc se pose la question de la relation entre le chercheur et le politique, ou le chercheur et le citoyen, on traitait cela très très bien, et la réponse est bien évidemment non. La science n'est pas là pour prescrire la décision ou la politique ou l'action. Elle peut au mieux éclairer et essayer de comprendre les trajectoires, essayer de comprendre où l'on va, mais elle ne prédit pas et elle ne permet pas d'agir. Elle éclaire, et je trouve la formule vraiment très belle. Je la reprends à un ami qui est décédé il y a 80 ans, ici, Camille Navarro, dit le rôle de la science, c'est d'organiser nos doutes. C'est d'arriver à organiser nos doutes par rapport à des situations et des questions complexes qui nous engagent vis-à-vis du futur, sans piétiner sur le rôle des responsables politiques. Ce qui veut dire qu'en fait, la science, au-delà du fait qu'on la réduit souvent à la production de connaissances ou de technologies, elle a comme fonction dans la vie de la cité, d'éclairer, mais aussi de s'impliquer dans les dispositifs de transformation. Ces fameuses interfaces sciences-politiques où on rend la connaissance actionnable et on rend l'action fondée sur des connaissances scientifiques, mais pas plus. Et ce travail de digestion, de traduction, il est vraiment important. Alors, je voudrais revenir juste une minute sur ce qu'on a entendu de la part de Laurence et que Catherine a écrit sur la force des mots. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je dis avec un clin d'œil, je ne suis que scientifique. Mais justement, le mot, sa force et sa capacité à nous projeter dans l'avenir, ce que la science ne sait pas faire avec autant de force à un certain nombre de vertus. Celle de pouvoir nous amener vers l'imaginaire tout en rendant compte de ce qui se passe au présent. Je vais prendre des exemples toujours dans le domaine de l'alimentation, parce que c'est le mien, c'est pour ça que je parle Catherine m'a dit. Il y a une quinzaine d'années, avec l'INRA à l'époque, on a aujourd'hui et le CIRAM dans l'institution, on a fait une étude prospective pour cette même question que je vous ai traitée tout à l'heure. Est-ce qu'il faut produire en 2050 100% en plus, 70% en plus, 60% en plus? Comment on s'y prend? Et comment on est capable ou pas de nourrir la planète? Je reviendrai sur cette question un petit peu plus tard. Et du coup, la conclusion, elle n'a pas été ni oui ni non. Elle a été ça dépend. Et ça dépend de choix
on a à faire d'un point de vue de la société. On a reformulé cette question en disant en fait, ça dépend de trois choses. Un, de la manière dont on va produire et comment on va produire. Deux, de la manière dont on va consommer, en particulier les pertes de gaspillage. Et trois, de la manière dont on va être capable d'échanger ou pas et d'organiser le commerce pour que les denrées puissent circuler. Et on reviendra sur cette question de la circulation. En fait, du coup, la question que moi je pose en lisant le superbe ouvrage de Catherine, c'est on nous propose une fiction, elle lui propose une fiction, qui d'ailleurs à certains égards est assez proche de la réalité. Mais comment on fait le lien entre la fiction et la prospective? C'est-à-dire entre une image qu'on projette du futur et l'incapacité, entre autres avec la science, d'imaginer l'ensemble des futurs possibles. L'ensemble des futurs possibles et l'ensemble des futurs plausibles. Et comment cette imagination et cette force de l'imagination nous amène à nous projeter dans l'avenir. Et comme on parle de projeter dans l'avenir, Lucie a fait référence à un questionnement, et du coup, encore un clin d'œil, je pense que c'était la plus belle conférence que j'ai écoutée, justement, quand j'étais auditeur et le membre de l'ACI. C'était impressionnant d'un philosophe qui s'appelle Heinz Wiesmann et qui nous a fait une super conférence sur la notion de temps. Et j'y viens à cause de la fiction, vous comprenez pourquoi. Donc, sur la notion de temps, en disant dans les sociétés traditionnelles, je vous l'ai dit, mais beaucoup moins bien que lui pour le faire, dans les sociétés traditionnelles, l'enjeu est de reproduire le futur par rapport aux risques de guerre, de famine, de maladie. Il faut se prévenir des accidents. Donc on va reproduire le futur. Et puis, vous le savez très bien, depuis le siècle des Lumières, on s'est mis à croire que finalement le passé c'était pas si bien que ça, et qu'il faut que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et donc se projeter dans un futur meilleur via le progrès et via la science, bien sûr. Et du coup, oublier le passé pour se projeter dans le futur. Et justement, la fiction, et vous avez juste bien pour l'intervention là-dessus, la fiction, c'est justement ce qui permet de réhabiliter le passé, le présent et le futur. Et d'une certaine manière, moi, j'ai fait sortir cette conférence de Heinz qui avait conclu en disant aujourd'hui, on est tous dans l'immédiateté, on a oublié le passé, on a oublié le futur, on vit le moment présent, on consomme le moment présent, et j'en étais ressorti avec cette idée que finalement, le développement durable, c'est peut-être pas tant le lien entre l'économique, le social et l'environnemental, mais c'est peut-être plutôt notre capacité à relier le passé, le présent et le futur. Et pour ça, la fiction et la projection est probablement un outil philosophique phénoménal. Relier passé, présent, futur. Merci pour ces propos augustiniens, si je peux me permettre. Et en fait, tu écris, dans la préface du roman, justement sur sa projection dans les futurs, qui dessine un futur plausible, qui n'en est pas moins glauque et repoussant. Mais pour autant, dis-tu qu'il s'agit d'un futur parmi d'autres possibles. Et donc ces propos, comme l'ensemble d'ailleurs du texte de la préface, illustrent bien cette possibilité de dialogue entre cette raison de la science, de la connaissance, et cette œuvre de fiction qui, elle, va être porteuse de sensibilité, d'imagination et d'émotion. Et moi, je voudrais m'arrêter quand même, on n'en a pas encore parlé, mais sur la part du sensible qui peut être au cœur de ce dialogue science et littérature. Parce que, évidemment, l'élaboration des savoirs scientifiques, elle est primordiale pour comprendre ce qui advient. Mais la mise en récit, en fait, elle va permettre une représentation sur laquelle les lecteurs vont pouvoir projeter des affects. En fait, c'est comme si la littérature, elle faisait un relais entre le savoir scientifique
voir. Et tu as parlé de la force des mots, la force même de la fiction. C'est bien sûr celle qui se saisit, comme je l'ai fait, des ressources des travaux scientifiques qui ne cessent de nous alerter sur l'état du monde, mais qui va devenir la fiction un formidable espace de liberté pour explorer tous les champs des possibles, qu'ils soient souhaitables ou non, et qui vont donc, ces récits, redécrire cette réalité qui est analysée par les scientifiques, et donc qui vont fabriquer de nouveaux récits, qui vont nous bousculer, nous heurter, et en fait qui, en touchant à notre part sensible, eh bien, ces récits vont participer aussi à leur manière dans la société, aux alertes, aux questionnements sur le futur, sur nos vulnérabilités. Car, comme le dit le philosophe Frédéric Worms, l'art nous ramène sans cesse au monde. La littérature, elle nous relie à ce monde, nous pousse à nous interroger aussi sur les manières de l'habiter, mais aussi elle nous ouvre à l'altérité, à l'expérience de l'autre. Et quand il s'agit de récits dystopiques, comme ce récit où finalement je plonge à dessein le lecteur dans un monde inhospitalier, et bien ce type de récit va contribuer à nous avertir des périls qui menacent nos existences. Et on pourrait presque peut-être le qualifier de conte d'avertissement, qui parlerait de notre survie à travers celle d'un groupe de migrants. Donc un regard sensible pour éveiller les consciences, développer la conscience, stimuler les affects, et je l'espère pour aussi éveiller des capacités à agir, à inventer. Et les scientifiques eux-mêmes se tournent vers cette part sensible pour atteindre l'ensemble de la société et la mobiliser. Et je voudrais citer les propos de la directrice générale de l'Institut Pasteur, Yasmine Benkaï, qui disait récemment sur les ondes: il faut partager la recherche et plus généralement le savoir de manière plus émotionnelle. Les experts, les scientifiques parlent d'ondes en chiffres, mais les gens ont besoin d'émotions. Et je voudrais vous proposer de faire un pas de côté, de laisser un peu la littérature quelques minutes pour la danse. Parce que récemment, au Festival international de géographie, j'ai croisé un grand géographe qui s'appelle Jacques Lévy et qui récemment a réalisé un documentaire qu'il appelle Gare Monde, qui a pour cadre la gare du Nord. Et il en parle comme d'une fiction-science. Et pourquoi il en parle comme ça? Parce qu'en fait, dans ce documentaire, il va explorer la danse comme langage scientifique pour traduire des concepts de recherche sur lesquels il travaille. Donc pour lui, en tant que géographe, sur la mobilité, sur l'urbanité, sur la mondialisation. Donc c'est bien par une approche sensible qu'il va chercher à diffuser aussi ses recherches dans la société. Et il insiste aussi sur le fait que la recherche, bien sûr, ne s'arrête pas à la production de théories, de concepts, mais qu'elle continue, la science, par la diffusion dans la société. Tout cela fait également partie du travail, chère Patrick, du chercheur. Oui, comment le récit peut alimenter la science, comment science et littérature peuvent se croiser. Je reviens à l'alimentation pour étayer le propos. Je pourrais vous parler de calories, je pourrais vous parler de grammes de protéines, d'acide gras. Mais, bon, premièrement, je ne suis pas sûr que ça vous passionne. Ça nous passionne, nous réunissent tous, peut-être aussi. Mais surtout, l'alimentation, par contre, si on en parle sous son angle sacré, religieux, intime, ce qui rentre dans notre corps, ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous amène à dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je déteste, j'aime pas. Voilà, tout ça, c'est le récit aussi. Et du coup, comment on peut, sur ce
à partir de ce champ-là, par exemple, arriver à croiser la science et littérature. Bon, en général, en premier lieu, quand on parle de science et de littérature, on a le réflexe immédiat que ça ne rime pas forcément l'un avec l'autre. Il y a un écart, voire un fossé. Du côté scientifique, on va même, alors je le dirais avec beaucoup de provocation et d'amusement, on va même dire que la littérature, c'est pas sérieux. C'est pas de la science, c'est pas vrai. Je vous rassure, je suis en sciences humaines. On va parler de sciences dures et de sciences molles. On va parler de sciences humaines et de sciences inhumaines. Vous voyez, on va comme ça créer, y compris dans le champ scientifique, des fossés entre les différentes formes de production de connaissances, avec des épistémies qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas forcément réconciliables, et qu'on n'arrivera pas à faire travailler ensemble. Du coup, on va mettre en avant les différentes formes de production de connaissances, et qu'elles soient scientifiques d'ailleurs, ou même issues du monde dit entre guillemets profane ou autochtone, pour citer les termes qu'on emploie, donc les connaissances populaires ou endogènes. Et on a donc un véritable défi dans le champ de la connaissance, arriver à relier ces différentes sources, ces différentes formes de connaissances et de production de connaissances. Et du coup, par rapport à ce défi-là, et pour parler d'alimentation, le récit, il va avoir trois vertus. Au moins, je vais en tout cas citer ces trois. Le récit va permettre de relier, il va permettre de décentrer et il va permettre de communiquer. Alors, je vais prendre ces trois fonctions-là avec un exemple dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition. De relier. Les exercices les plus puissants que j'ai vus de prospective, par exemple, pour faire écho à ce que je disais avant, qui nous projette dans l'avenir, et justement, ils font dialoguer ensemble des récits sur le futur du monde, des récits sur le futur de l'alimentation, sur la manière dont on va consommer, dont on va produire, avec des exercices de modélisation super sophistiqués. Mais justement, pour vous mettre à l'épreuve le récit, voir si ça boucle ou si ça ne boucle pas, le renseigner et permettre d'imaginer, au regard de l'état des connaissances, les conséquences d'une telle histoire, d'un tel récit, d'un tel narratif, comme nos amis anglo-saxons le font. Et c'est par exemple ce qu'on a fait dans les exercices agrimonde que j'ai cités tout à l'heure, sur est-ce qu'on peut nourrir la planète et quelles sont les conséquences de la capacité à alimenter la planète. La deuxième fonction, c'est celle du décentrement, c'est-à-dire nous arriver à penser autrement, à voir le monde autrement. L'exemple que je pourrais vous donner, il va peut-être vous toucher, c'est l'appel à ne plus consommer de produits d'origine animale. En 2007, le GIEC a le prix Nobel de la paix, le président du prix Nobel du GIEC, Pachauri, dit si on veut sauver la planète, il faut tous devenir végétariens. Et vous savez, après la suite, les mouvements que ça a généré, y compris de convergence avec d'autres formes de résistance à la consommation des produits d'origine animale. On peut traiter sous l'angle d'une controverse, on peut se prendre le chou, on peut se prendre le lait, on peut s'opposer les uns aux autres, on peut se traiter de tous les noms. Mais du coup, vous voyez à quel point le récit, la projection et le lien avec la connaissance scientifique permet de se décentrer et d'imaginer un autre monde, d'imaginer un monde différent. La troisième fonction, c'est celle de la communication. Et voilà, je pense que lire un roman comme celui de Catherine est beaucoup plus remuant, beaucoup plus haut, si vous permettez l'expression autrique, que de lire un article scientifique dans ma discipline ou dans une discipline qui ne parle pas à une autre. Donc ce récit nous va permettre justement
de communiquer. Je vais vous en donner un autre exemple. Si vous avez suivi l'actualité en termes d'alimentation, vous aurez peut-être vu que la commission X Lancet, désolé pour les acronymes, X c'est une fondation norvégo-suédienne, et Lancet c'est la revue de médecine, ils vont produire un deuxième rapport qui a été lancé il y a un mois. Vous avez probablement entendu parler du premier rapport, c'est en 2019, puisqu'il s'inspirait de la question des limites planétaires. Et de dire que si on continue tous à manger comme ça, on va exploser les limites planétaires d'ici pas très longtemps. On en aurait déjà explosé 7 sur 9. Donc le deuxième rapport est sorti. Alors ils ont couplé justement, c'est un autre exemple de connexion entre le récit et le modèle. Ils ont couplé le récit avec le modèle. Ils montrent qu'il faut consommer différemment, que ça a des conséquences pour la santé de la planète également. Et ce qui était très intéressant au moment du lancement du rapport, c'est qu'ils ont couplé ça avec la vision de chef cuisinier, qui donnait à consommer autrement, qui projetait autrement, qui montrait avec des choses qui nous parlent à tous. On mange tous 2 fois, enfin tous, non malheureusement pas, mais on mange souvent, pour beaucoup d'entre nous, 2 fois, voire 3 fois par jour, donc ça nous touche, ça nous concerne tout le temps, avec des mots forts. Donc voilà, 3 fonctions, le récit, et du coup, le récit, comme je reprends ma conclusion tout à l'heure, comme un fabuleux outil philosophique pour penser l'avenir, pour faire en sorte que ce qu'on a créé comme séparation entre les sciences et la philosophie et les arts puisse à nouveau coexister et s'alimenter l'un et l'autre. Inviter Laurence à lire un deuxième extrait du livre à conclure justement l'enjeu central de notre conférence sur les liens entre les questions alimentaires et migratoires. Demain, le grand Bouddha s'envolera vers d'autres destinations dispensant de même prêche. Son pays est passé maître dans l'organisation du drainage démographique des zones rurales en difficulté. Ces centaines de nouvelles villes accueillent et nourrissent désormais des millions de déplacés, migrants pauvres des campagnes. Les arbres de la grande muraille verte forment une armée de fantassins pour contrer l'avancée du désert. Les leaders suprêmes de l'Empire voient loin et ne peuvent pas se tromper. Il suffit de lire le plan à 25 ans traduit dans toutes les langues. Les meilleurs scientifiques, les statisticiens les plus rigoureux ont examiné les tendances et les phénomènes météorologiques extrêmes, les rendements agricoles et les ressources en eau, exploré les épisodes du passé et émis des hypothèses futures, analysé la géodémographie mondiale. Il ne fait aucun doute que la déstabilisation des systèmes alimentaires, aggravée par le changement climatique, continuera à alimenter les flux migratoires. Arrivé au cœur de sa démonstration, le grand Bouddha prend un ton rassurant. Depuis des temps immémoriaux, il en est ainsi du mouvement des hommes sur Terre. Les routes migratoires s'ouvrent, se ferment pour se recréer ailleurs. La question n'est plus de les contenir, de les détourner, mais de savoir les gérer et d'assurer la sécurité alimentaire de millions d'indigents. L'Empire a réussi à les faire pour ses propres migrants. Son expertise est désormais au service du monde entier avec l'aide de ses entreprises. Le président du groupe maîtrise parfaitement les données scientifiques du GAC. Il sait utiliser la formidable capacité des chiffres à éteindre toute velléité de raisonnement, même chez les esprits les plus retors. Dans cette petite région d'Europe, il pointe invariablement la zone transméditerranéenne. Son stylet laser la détache du reste du monde comme une verrue malpropre. Il suit les contours de
3 grosses flèches noires de tendance, parées de chiffres effrayants. En quelques secondes, il semble engloutir les siècles d'inanité des populations riveraines. Lors de sa précédente visite, ces cartes de l'assèchement ont marqué les esprits. Il y reviendra la prochaine fois en introduction, puis il développera son nouveau sujet, les carences nutritionnelles des enfants et leurs effets sur leur faculté d'apprentissage. La conclusion du grand Bouddha ne varie jamais. Aujourd'hui, les entreprises de son pays sont capables de relever le défi d'une alimentation durable pour tous. Food for Sale Group s'est imposé comme le leader mondial de l'agriculture et a multiplié ses implantations industrielles de culture de micro-algues dans plusieurs pays. Une production riche en protéines, minéraux et vitamines. Ces longs serpentins fabriquent des millions de tonnes de biomasse. Le grand Bouddha l'a soufflé à l'oreille du leader suprême. Dans le secret de ses laboratoires de recherche s'élaborent des produits dont l'emploi décidera de la destinée de l'Empire. Alors la lecture de cet extrait souligne que le roman va situer les questions alimentaires et migratoires dans le contexte d'un monde dominé qui est assuré par une grande puissance, l'Empire. Je voudrais noter que cette fiction, en fait, elle interroge entre eux la montée en puissance de la Chine et un possible basculement du monde. Et quand j'étais à Saint-Dié, dès l'arrivée dans le hall de la gare, Saint-Dié-des-Vosges, il y avait, je vois mon ami le géographe Michel Vignon, il y avait une grande carte déposée par l'IGN qui représentait plusieurs cartes du monde. Et il y avait la projection, dont je ne sais pas comment on prononce, de Hao Xiaowang, qui est un chercheur cartographe à l'Institut de géodésie et de géophysique de Wuhan. Il a créé cette carte en 2013. Et cette carte, elle place la Chine au centre du monde, avec deux pôles, nord, sud, voire un troisième pôle au niveau de l'Himalaya, donc sur l'axe central. Mais on voit l'Amérique scindée en deux et complètement rejetée vers l'extérieur de la carte, tout comme l'Europe. Et cette représentation, eh bien, elle est devenue, depuis 2013, la carte officielle de la République populaire de Chine. Donc, pourquoi la Chine en creux dans ce récit? Parce qu'elle incarne bien, pour moi, l'empire que je voulais décrire. Donc, un système qui est dominé par un pouvoir absolu, un système dirigiste, très techno-solutionniste, et où l'individu est un rouage dans une société de contrôle. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, si j'invite le lecteur vraiment à dessein à le plonger dans un monde inhospitalier, bien c'est aussi pour nous interroger, nous, ici, sur nos manières de vivre ensemble et sur la condition migrante dans nos sociétés, ici en Europe, où se base d'ailleurs la plus grande partie de l'action du roman. Et donc, l'extrait qu'a lu Laurence montre aussi que ces interrogations eh bien, ne sont pas sans lien avec la question de la sécurité alimentaire, puisque, comme l'a suggéré Patrick, en fait, garantir l'accès à la nourriture à tous les terriens reste un grand défi. Aussi, quand je mets en lien ces deux enjeux, au cœur du récit, bien sûr, c'est pour évoquer des réalités qui existent déjà dans notre monde transformé par le changement climatique. Et si je devais en fait résumer la question centrale qui en écho de cette fiction, ce serait entre hospitalité et relégation, comment appellera-t-on demain celles et ceux qui fuiront des régions devenues hostiles à toute vie humaine, car dépourvues de sol cultivable, d'eau et d'énergie. Donc, quid, Patrick, de l'enjeu de cette sécurité alimentaire dans notre futur? Merci Patrick.
Le terme de sécurité alimentaire a été inventé pour la première fois dans un sommet de l'alimentation en 1974. Et donc la question c'est en plein coup démographique. Par rapport aux données que j'ai vues tout à l'heure, on passait de 3 milliards à 6 milliards d'habitants, 3 milliards à 60, 6 milliards en 90. Alors, on était plutôt au milieu, donc la population mondiale explose. On ne sait pas si on va pouvoir produire assez. On ne sait pas si ça va pas être une troisième guerre mondiale. Il faut produire plus. Et la sécurité alimentaire mondiale, c'est ça à l'origine. Aujourd'hui, je voudrais revenir un petit peu là-dessus et revenir dans le temps pour voir plutôt les liens entre sécurité, alimentation et migration. Pas uniquement sécurité alimentaire. Si on monte à la nuit des temps, l'agriculture et l'alimentation, c'était aussi de la mobilité. Pensez aux chasseurs-cueilleurs avant l'invention de l'agriculture au néolithique, on était déjà dans la mobilité tous les jours. Et puis je vais faire un grand pas en avant, et je vais aller au XVIIIe siècle avec un géographe qui s'appelle Christian Grapalou et qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Le monde dans nos tasses. Et où il montre qu'en fait, au XVIIIe siècle, on a inventé le petit déjeuner, littéralement la fin du jeûne de la nuit. Et on l'a inventé en faisant circuler le café depuis l'Afrique, le cacao depuis l'Amérique et le thé depuis l'Asie. Donc c'est ça le monde dans nos tasses. Et du coup, c'est une très très belle image d'un monde qui se construit déjà à cette époque-là par la circulation du matériel génétique. La communautaire avec la découverte des Amériques, et puis ces trois. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de café, la plupart d'entre nous ne peuvent pas se passer de café, alors qu'on a très bien vécu dans l'histoire de l'humanité sans café, sans banane, en tout cas dans certaines régions, celles où on n'en produisait pas. Donc voilà, il y a cette notion de mobilité de l'alimentation qui est très forte, avant même tout le temps qu'on puisse parler de l'immigration. Puis il y a, à partir du 19e siècle et surtout au 20e siècle, un commerce, un échange international qui se met en place sur la base de les économistes appellent la théorie des avantages comparatifs, c'est-à-dire qu'il vaut mieux produire du vin au Portugal et de la laine en Angleterre, des draps, et tout le monde vivra beaucoup mieux au niveau mondial. Donc on commence à se dire que pour le bienfait de l'humanité, il faut inventer et organiser le commerce international. Et c'est ce qu'on va faire et sur lequel on va travailler. Pour autant, on en a presque oublié que l'alimentation, c'est aussi au cœur des enjeux de stabilité politique et de sécurité. Alors j'ai cité les émeutes de la faim dans 37 pays en 2008, je pourrais aussi citer 1789 et la Révolution française. C'est bien l'alimentation qui a été l'un pas le seul, mais l'un des moteurs de la transformation politique et de la Révolution française. On peut prendre plein d'exemples comme ça dans le monde. Donc, entre sécurité et alimentation, vous voyez bien qu'il se joue quelque chose d'important. C'est ce quelque chose qu'on va remettre sur le devant de la scène pendant la période de la guerre froide, en inventant cette question de sécurité alimentaire. Et on a quand même réussi quelque chose d'extraordinaire. On passe de 3 milliards à 6 milliards d'habitants en 30 ans, et dans la même période, on augmente. Alors désolé, je n'ai pas donné beaucoup de chiffres, mais je vais le laisser là quand même. On passe d'environ 2500 kilocalories par jour et par personne en 1960 à 3000 kilocalories par jour et par personne en 90. C'est-à-dire que non seulement on a une population qui bouffe et on est capable de l'alimenter, ce qui au passage a évité les troisième guerre mondiale, mais en même temps, on augmente la disponibilité par personne et par jour. Avec 2500 kilocalories, si l'accès est facilité, la population diminue bien. Vous voyez qu'avec 3000 kilocalories, on profite largement assez, pour autant que l'accès à l'alimentation puisse être
garantie. Pour autant, on a continué à dire qu'il faut produire plus. Vous vous rappelez de ce chiffre que j'ai donné tout à l'heure, plus 100%. Donc on a fait un véritable miracle de transformation de l'agriculture en multipliant la production par 2,5 dans cette période. Comment? La chimie, la génétique, la mécanisation et l'énergie fossile, l'irrigation, des politiques publiques. Donc, 1, on a réussi. 2, on a généré d'autres problèmes nutritionnels, en particulier le surpoids et l'obésité, avec aujourd'hui le principal spectre qui est celui-là. 2 milliards de personnes en surpoids aujourd'hui. Une personne sur 3 qui souffre d'une forme de malnutrition. Premier problème de santé publique dans le monde. Donc on a réussi à produire assez, mais d'un point de vue nutritionnel, on a généré plein de problèmes. Et puis d'un point de vue climatique, un tiers des émissions de gaz à effet de serre, 70% de l'érosion de la biodiversité liée à cette révolution agricole. Donc vous voyez qu'on repose la question complètement différemment. Aujourd'hui, il ne s'agit plus il faut produire plus pour alimenter une population qui augmente. Il s'agit de comment on produit et on consomme différemment pour tenir compte des questions environnementales, des questions de justice sociale, des questions d'emploi, et comment on revoit l'accès à l'alimentation par rapport à ça. Et dans le texte, il y avait le terme de système alimentaire, et celui-là, il est intéressant, je finirai avec ça, il est intéressant parce que il structure la pensée analytique par rapport à l'alimentation. Le système alimentaire, c'est plus uniquement cet objectif de produire plus pour une population qui augmente. C'est aussi de se dire comment on saisit la complexité de la question alimentaire dans toutes les dimensions que je viens de citer, et en particulier dans sa relation au conflit et aux migrations. J'en reviens à ça, comment on repense la question de la stabilité politique, des migrations, et comment l'alimentation se trouve au cœur de ces enjeux-là. J'ai passé un petit peu vite sur tout ce qui était image locale, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je voulais donner juste une image globale et mondiale et illustrer cette question du lien entre la migration et la sécurité dont on parle beaucoup en ce moment, politiquement, et cette question de l'alimentation. Alors, je ne sais pas quel monde il y aura dans la tasse de nos enfants dans le futur. Dans tous les cas, mon récit, lui, se place dans la perspective d'une rupture alimentaire radicale, une rupture radicale que j'abordais déjà dans une première fiction, la fête carnivore. Finalement, la viande était devenue un mets de grand luxe réservé à une élite et où se profilait la fin de l'élevage. Et dans ce deuxième livre, je continue à tirer ce fil de l'alimentation parce qu'il ouvre aussi la voie à bien des paris d'innovation technologique et scientifique. Et c'est pourquoi dans ce roman, l'entreprise Food for Sale Group tient un rôle central parce qu'elle symbolise pour moi une prise de contrôle de l'alimentation, arme stratégique sur la scène mondiale. Et puis, elle a d'immenses capacités de recherche, cette entreprise qui dépasse bien les capacités de recherche publique des États, et elle va créer des filières industrielles puissantes dans deux domaines, l'agriculture et la transformation d'insectes. Et on voit donc une industrie qui s'est complètement accaparée le discours écologique et humanitaire pour soutenir sa stratégie, puisqu'elle projette d'inventer un aliment miracle, vertueux sur le plan environnemental et nutritionnel pour nourrir des populations qui sont dans des situations d'urgence. Et cet aliment, pour moi, il symbolise aussi une idée qui est quand même bien présente dans nos sociétés, selon laquelle la technologie et l'innovation permettraient de trouver un remède à tous les maux MAUX. Et cet aliment miracle, donc, il est issu de l'agriculture industrielle, puisqu'on voit cette entreprise industrielle
industrialiser à grande échelle la production de micro-algues et ambitionner de produire 1000 fois plus de biomasse que l'agriculture du passé. Mais elle est également active, je l'ai dit, l'entreprise, dans la production industrielle à grande échelle d'aliments à base d'insectes. Et pour vous donner un avant-goût, je voudrais inviter Laurence à lire un troisième extrait. Dans le télébrillon, tout est bon comme d'un cochon. Lance Martin Guillaumet en refermant soigneusement un bac entrouvert. En Europe, l'élevage en masse de vers de farine, vendu vivant, séché, en conserve, en poudre, donne d'excellents résultats. Cette larve de coléoptère est désormais incorporée dans le pain, la farine, les pâtes, les biscuits et même consommée directement par les métropolitains. Grâce au talent de nouveaux chefs créatifs, les pâtes conquérantes de crevettes du ciel taquinent d'improbables honnêtes, disputant la vedette à des steaks in vitro. En ce moment, la mode est à la soupe de hanneton et élevée localement. Son goût est proche de celui du homard. Cette qualité organoleptique n'avait pas empêché Martin de commander un double whisky en digestif pour brûler cette infamie lorsqu'il avait dû, par politesse, avaler ce bouillon en compagnie de cadres de Food for Sale Group. Les industriels de l'Empire ont soutenu la création d'une filière industrielle dynamique de transformation d'insectes comestibles dans les cuisines connectées des tours du quartier des Érables. La culture entomophagique dévore peu à peu les dernières résistances, telle une colonne de termites rongeant de l'intérieur de solides poutres. Même Martin n'échappe pas à l'insidieuse colonisation. Depuis longtemps, il ne se soucie plus de la composition des biscuits qu'il trempe dans son café du matin. Food for Sale Group n'a pas attendu pour investir dans ce secteur prometteur et créer d'énormes unités de transformation. Le Grand Bouddha pour la planète, pour célébrer la contribution des Tenebrio Molitor, Aketa domesticus et autres locusta migratoria à la sécurité alimentaire mondiale. Cette nourriture de haute qualité nutritionnelle assure la subsistance de millions de migrants, assure-t-il. Riche en acides gras, elle est particulièrement indiquée pour les enfants sous-alimentés. Alors, est-ce vraiment une chimère, cette consommation d'insectes? Eh bien, quand même, il y a déjà 10 ans, 2014, la FAO, l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, sortait un beau rapport, une étude sur les insectes comestibles et les perspectives pour la sécurité alimentaire, en soulignant leur richesse en protéines et leur atout sur le plan environnemental et en précisant que d'ores et déjà, près de 2 milliards d'hommes et de femmes dans le monde en consomment, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et donc, pourquoi ne pas imaginer à l'avenir la création d'énormes conteneurs raffinés qui seraient en fait un des marqueurs d'une ère, de l'avènement d'une ère post-carnivore. Et d'ailleurs, dans ce récit, il y a un personnage qui ironise et qui dit « Criquet, coléoptère, sauterelle, voici ce que vous mangerez. » C'est même écrit dans la Bible. Alors, Maître Caron, avez-vous déjà goûté dans vos nombreux voyages les insectes? Alors, oui, j'ai mangé des galettes au Zimbabwe. Ça ressemblait étonnamment à des crevettes. Et puis des chenilles en sauce au Botswana. Et ça peut nous surprendre si, à moins que certains d'entre nous veniez du Zimbabwe ou du Botswana. Mais c'est très bon et je pense que ça montre à quel point l'alimentation c'est d'abord un fait social, un fait culturel, un fait religieux, un fait symbolique. Il est très très différent d'un lieu à l'autre. Mais au-delà, je pense que Catherine vient de nous illustrer merveilleusement bien comment le récit
nous force à nous décentrer, nous force à penser différemment et à imaginer des choses qu'on n'aurait pas forcément spontanément imaginées. Du coup, la question, elle devient, et Catherine l'a posée, comment penser et mettre en œuvre le changement, et comment le récit peut aider à penser et à mettre en œuvre le changement. Puisque la situation que j'ai dressée à vraiment grand trait de la situation de l'alimentation dans le monde nous amène à penser qu'on ne va pas pouvoir consommer de la même manière que ce qu'on consomme aujourd'hui. Il y a des changements radicaux qui sont nécessaires. Donc comment on les pense, comment on les met en œuvre, et comment, c'est la question, moi aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à y participer, comment le récit peut nous amener à ça. Vous êtes tous de la génération du blablabla, du fait qu'il suffit de blablabla, blablabla comme le changement climatique, on parle, mais on ne fait rien. Greta. Et donc, finalement, on revient à notre question initiale. Est-ce qu'il suffit de savoir pour changer? Certainement pas. Et comment la conscience du changement que la science peut éclairer peut aussi contribuer, avec le récit, à alimenter cette dynamique de changement. Il est clair qu'il ne suffit pas de savoir pour changer. Je peux vous donner un exemple concret. J'ai été un grand fumeur pendant longtemps. Je savais que c'était toxique. Et j'ai quand même continué à fumer pendant 30 ans. Donc, pareil, c'est d'un point de vue personnel, mais je vais prendre pareil pour des actions collectives, il ne suffit pas de savoir. Il faut de la volonté, il faut du courage, il faut savoir, il faut de la volonté, il faut du courage, mais il faut surtout, et c'est là-dessus que je voulais arriver, il faut aussi arriver à traiter de questions qui aujourd'hui nous opposent les uns aux autres et polarisent complètement les enjeux de changement et de société qui font que le changement est vraiment difficile. Alors, il y avait Bélène, la COP, les énergies fossiles, ça nous donne un exemple justement des résistances qu'on peut avoir au changement. On sait presque tout le monde, pas tout le monde, qu'il y a des changements climatiques qui sont liés à l'activité de l'homme. Ce n'est pas pour autant qu'on change de comportement, de consommation. Et dans le domaine de l'alimentation, et Catherine en a cité, il y en a bien qui nous amènent à ne pas être d'accord sur la manière dont on va changer. Il y en a un, c'est le techno-solutionnisme, le techno-positivisme. Catherine l'a évoqué. Certains pensent que de toute façon, quel que soit le problème, on arrivera à trouver une solution technologique qui nous permettra de résoudre les problèmes du monde. D'autres, au contraire, pensent que c'est une question d'abord et avant tout sociale et politique, que de changer et que la technologie est la solution pour venir à l'œuvre. Est-ce vrai? Qui a raison? Je ne dis pas pour l'instant. Je vous prends un autre exemple. Puisqu'on a parlé de Food for Sale Group, qui est le groupe qui concentre dans le récit de Catherine, qui concentre tout l'agroalimentaire. C'est vrai qu'il y a une concentration énorme aujourd'hui dans le secteur agroalimentaire, croissante, avec des entreprises qui ont plus de moyens que les États pour mettre en œuvre des politiques agricoles ou des politiques alimentaires. Qu'est-ce que ça signifie ça sur l'avenir de notre planète? Donc certains vont traiter des grandes entreprises comme le diable, d'autres vont dire au contraire que c'est une économie d'échelle qui est nécessaire et sinon on n'arrivera pas à sauver la planète ou trouver la réalité. De la même manière, je vais vous prendre un autre exemple sur la manière dont on perçoit la dimension locale aujourd'hui dans l'alimentation. Certains vont dire qu'il faut consommer local, c'est plus durable, c'est beaucoup mieux. Et puis d'autres, c'est pas d'autres. Les économistes, par exemple, ont montré que sur des circuits et des filières locaux, la concurrence est en général beaucoup plus sévère et beaucoup plus violente que sur des grandes filières sur lesquelles on peut réguler. Donc c'est un exemple pour lequel je pourrais donner d'autres raisons pour lesquelles le local n'est pas forcément
plus durable en toutes circonstances. Et puis d'autres vont dire non, c'est pas du local, c'est du global, parce que justement, si je veux consommer du café demain, ou s'il faut alimenter suffisamment la planète en blé, s'il y a une guerre en Ukraine, comment on va faire si ce n'est pas au niveau international avec un certain nombre de régulations. Vous voyez un certain nombre d'enjeux comme ça qui polarisent, qui opposent, et qui font qu'on n'arrive même plus à se parler les uns les autres et à avancer des arguments pour construire le futur qu'on a envie de construire ensemble. Donc comment dépasser, alors je n'ai même pas parlé des OGM à propos du technosolutionnisme, je vais prendre cet exemple aussi. Et donc comment on dépasse ça? Il y a deux enjeux. Le premier, c'est d'arriver à, non pas construire des consensus naïfs où tout le monde gagnerait, pour arrêter de se leurrer avec des win-win, sont au contraire des solutions à construire ensemble avec des compromis, mais comment on dépasse par des techniques appropriées, et je pense que la science peut aider. On arrive à dépasser un désaccord sur le désaccord. On ne sait même pas pourquoi on est d'accord, mais on n'est pas d'accord. Et on rentre en conflit avec son opposant. Comment on construit, à partir d'une identification des désaccords, un accord sur le désaccord, qui nous permet éventuellement, par des techniques de conception et de gestion, de construire un accord. On n'est d'abord pas d'accord, on a un désaccord sur l'accord pour éventuellement, vers la négociation, construire un accord sur l'accord. Vous voyez tout un processus de médiation et de construction sociale et politique qui implique la science, qui doit impliquer la science et qui nous permettent de transformer les polarisations en controverses fécondes qu'on est capable de traiter et qu'on est capable de rendre productives. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est dépasser la polarisation pour traiter les controverses et réapprendre à traiter les controverses avec respect et engagement social. Le deuxième enjeu, c'est que, et on le voit bien avec le récit, on le voit bien avec l'alimentation, c'est peut-être un domaine qui pour ça est absolument génial. Il y a un lien total entre la dimension locale et la dimension globale. Ce qu'on mange chacun, c'est un acte politique par rapport au futur de la planète. Et vous voyez le lien entre votre comportement individuel, social, dans un groupe social, et les conséquences que cela peut avoir sur la planète. 30-40% de pertes et gaspillage aujourd'hui dans tous les pays, par exemple. Alors qu'on parle de produire plus. Et donc, du coup, l'enjeu devient, oui, de construire un projet alimentaire local qui tienne compte de tout ce dont j'ai parlé juste avant, qui s'appuie sur une résolution des différents directement des controverses, mais en même temps, il ne faut pas que ce qu'on fasse ici se fasse au détriment de ce qui se passe au Burkina Faso ou au Botswana ou au Brésil que j'ai cité. Donc comment on construit aussi les politiques nationales et les cadres internationaux qui permettent de s'alimenter les uns des autres. Et pour ça, je finirai avec ça. Certains diront que je ne suis pas très scientifique, mais j'assume. Le seul moyen, comme on ne connaît pas le futur, c'est d'expérimenter des choses nouvelles. C'est de bricoler et d'accepter qu'on puisse bricoler et que le bricolage puisse être vertueux. Et que la science puisse être là pour alimenter ce processus de bricolage, apprendre du bricolage et contaminer. Je finirai avec ça, contaminer ce qui puisse se passer ailleurs ou à d'autres échelles. Comment on peut apprendre une expérience locale vertueuse pour construire des politiques alimentaires nationales ou des cadres internationaux qui soient propices à la durabilité, ou comment on construit, comme à Belém la semaine dernière, des cadres internationaux qui nous permettent de mettre en place des actions localement qui puissent être vertueuses et en résonance avec les enjeux. Et si ce lien entre le local et le global s'incarnait en oiseau migrateur, nous aurons salir le quatrième et dernier extrait. Je sais pas.
Certains, parmi les êtres vivants, avaient renoncé. Et le dérèglement du climat avait brisé l'énergie des derniers oiseaux migrateurs. Les marathoniens aînés ne survolaient plus les déserts depuis longtemps. Désaxés, ils mouraient en nombre dans les réserves naturelles, trop fragiles pour les porter tous. Pour les nouveaux sédentaires, les habitats étaient rarement favorables. Cette nuit-là, la colère des cieux avait choisi de tout rejeter, d'emporter aussi les humains, leurs abris, leurs déchets, tous fracassés sans distinction. Comme s'ils étaient en trop, pense combat en fermant la caisse. Les surnuméraires effacés du cadre. Saisie d'un accès de mélancolie, elle arrête son rangement méticuleux. Dans l'article, on la qualifie de miraculeuse. Ce statut d'exception lui a valu une place au village de Jolieur. À l'heure de quitter ces lieux, le sentiment d'être captive, dépendante de son sauveur, la traverse avec une violence inégalée jusqu'alors. Elle s'assoit et pose ses mains sur son ventre pour calmer l'angoisse qui la submerge peu à peu. On choisit pour elle le futur endroit où elle sera assurée du gîte et du couvert. Elle ne doit pas s'inquiéter. Elle ne connaîtra plus ni la faim ni la soif de la grande traversée. Pour elle, le voyage est terminé. Les oiseaux migrateurs ont perdu les routes du Grand Sud. Quand ils s'abattent trop nombreux dans les champs cultivés, on les chasse. Il se trouve toujours quelques furieux pour pointer leurs armes vers le ciel. Dans la chaleur des moissons, l'arche de Noé fait naufrage. Quand ils sont là, trop nombreux dans les champs cultivés, on les chasse. Alors si j'emprunte cette métaphore des oiseaux migrateurs, eh bien c'est aussi pour souligner que l'accès à la nourriture, la façon de nourrir des populations déplacées, eh bien c'est aussi poser la question de l'accueil de ces populations. Et je voudrais faire référence à une exposition qui se tient actuellement au Musée national de l'immigration au Palais de la Porte Dorée et qui s'intitule Migration et climat, comment habiter notre monde. Parce que cette question des migrations liées au climat n'est pas nouvelle. Elles sont anciennes, il y a l'universalité de ces migrations et elles ont un caractère multifactoriel en fait. Elles peuvent avoir des causes économiques, sociales, politiques qui vont interagir avec ce facteur climatique. Et donc, je voudrais revenir à un exemple, puisque je parle de fiction, un exemple célèbre. Pendant la Grande Dépression des années 30, c'est le roman Les raisins de la colère de Steinbeck, qui, un an après, donc ce sera le film de John Ford en 1940, où on voit ces Hokies, les habitants de l'Oklahoma, qui fuient en fait cette région à cause de la sécheresse, bien sûr, et ces terribles Dust Bowl, mais aussi pour des difficultés économiques qui vont chercher un ailleurs vers la Californie. Cependant, un siècle presque après, eh bien, le réchauffement climatique et ses conséquences en termes d'inondation, de sécheresse, de montée des eaux, eh bien, il accentue ce phénomène d'immigration lié au climat et on voit que ce phénomène, et le musée donc, de la Porte Dorée a commandé une enquête qui montre qu'en fait ce phénomène est complètement méconnu des Français, ce phénomène des migrations liées au climat. Et donc en dépit pourtant de nombreux travaux de recherche scientifique de données, eh bien on le voit, il reste un long chemin à parcourir pour éveiller les fictions. C'est peut-être que justement là, la fiction, en s'emparant de ce type de sujet, peut nous pousser finalement à y réfléchir. Et donc pour citer un peu la littérature, je voudrais parler d'œuvres cinématographiques qui illustrent d'ailleurs que ces migrations liées au climat n'épargneront aucune région du monde. L'une, c'est une série de télévision danoise qui date de 2024, qui est de Thomas Winterberg, et qui s'appelle Families Like Ours. Et elle met en scène un pays qui est complètement submergé, et ce pays, c'est le Danemark. On voit des Danois se lancer à la recherche
d'un pays d'accueil. Un autre film de 2012, américain, de Ben Zeppelin, qui s'appelle Les bêtes du Sud sauvages. Et c'est l'histoire en fait d'une communauté de laissés-pour-compte dans le bayou de Louisiane qui est victime d'une très violente tempête et certains vont refuser l'aide et vont décider de rester. C'est une fiction qui n'est pas sans faire écho à des faits réels. Mais là, en fait, la force de la fiction, c'est de montrer à travers des histoires que chaque parcours de migration, il reste individuel. Et dans mon roman, cette héroïne Kumba, qui est victime donc de cette catastrophe naturelle, c'est la première lecture de Laurence, grâce à son courage et à sa détermination, elle va finir par trouver une place dans ce monde qui, il faut bien le dire, tarde à l'accueillir. Et la réalité, puisqu'il y a toujours un aller-retour entre fiction et réalité, la réalité des catastrophes climatiques, elle montre d'ailleurs que les personnes ne sont pas toutes dans le même bateau. Et il y a 20 ans, l'ouragan Katrina aux États-Unis a crûment mis en lumière les inégalités face à la catastrophe, les ségrégations raciales et sociales des États-Unis. Et ces œuvres de fiction que je viens de citer, elles soulignent aussi un fait majeur. C'est que la majorité des migrants, ils se déplacent au sein de leur pays ou dans des pays voisins. Et c'est d'ailleurs le cas des migrations en général, et j'en réfère aux travaux du professeur François Héran au Collège de France, et je vous recommande vivement d'écouter sa leçon conclusive, parce qu'elle est très récente, de mai 2025. Et si on prend par exemple l'Afrique, on sait que 80% des migrations africaines se font en Afrique, dont 20% dans la proximité. Ce sont souvent des ruraux qui sont dans des campagnes avec une grande vulnérabilité de leur culture de subsistance, vont aller vers les métropoles africaines qui elles-mêmes auront bien du mal à finalement subvenir aux besoins de base de leur population. Donc pour moi, la question fondamentale que ces migrations, elles soient internes ou qu'elles soient internationales, comme c'est le cas dans ce récit, puisqu'il s'agit d'un groupe de migrants qui vient de l'Afrique vers l'Europe, la question fondamentale, c'est bien celle de l'accueil de ces populations. Et les questions que je pose, c'est qu'est-ce que les labels de demain, elles pourraient ressembler à celles que je décris dans ce récit, où le droit d'entrée est soumis à une autorité discrétionnaire, où dans ce monde futur, les sociétés ont adopté des politiques liberticides, et où les migrants, dans leur pays d'accueil, leur liberté de circulation n'est pas acquise d'emblée, puisqu'ils se retrouvent dans des espaces dont un s'appelle dans mon roman Le village des jours meilleurs. Un lecteur m'a dit avec une ironie glacée, puisqu'en fait la dénomination de camp elle est bannie du vocabulaire officiel, mais il s'agit bien d'un espace d'enfermement, et pour en sortir il faut faire ses preuves. Donc c'est un asile qui enferme, qui trie, et qui devient une entreprise de fabrication du migrant modèle, une sorte de réserve de main-d'œuvre. Et c'est donc un scénario certes dystopique, mais qui fait écho aux inquiétudes du temps présent, qu'il faut bien le dire, aussi par la montée de populisme, pas seulement en Europe d'ailleurs, qui exploite un discours anti-immigration complètement décomplexé et qui contamine des politiques dont les réponses sont d'abord sécuritaires, d'endiguement et de confinement. Je voudrais faire référence aux travaux du géographe Michel Fouché, qui montre bien donc la progression sur des murs aux frontières, et puis les travaux de l'anthropologue Michel Agier sur le contrôle de l'immigration par ce qu'il appelle l'encombrement. Or, le fait que ce phénomène des migrations liées au climat n'épargnera aucune région du monde, ça devrait nous amener à changer de logique et de regard et faire des migrations une cause commune à l'échelle d'une planète qu'il faut bien garder habitable pour tous. Et je voudrais citer François Genel, qui est professeur spécialiste de la gouvernance du climat et des migrations, qui disait récemment « L'enjeu n'est pas de résister, mais d'organiser les migrations pour en faire une vraie stratégie d'adaptation. » Autrement dit, il plaide pour une coopération internationale renforcée sur le sujet, et donc il convient bien
certes difficile, il ne faut pas se le cacher, mais d'un monde où les gens circulent dans un environnement qui change sans arrêt avec ses risques climatiques, alimentaires, et comprendre en fait ces mondes de Babel dans lesquels nous sommes déjà, et bien peut-être ça peut nous permettre de progresser vers un engagement plus solidaire à l'échelle de la planète. Et je voudrais finir encore par une autre œuvre de fiction, qui est une série télévisée norvégienne de 2024 et qui s'appelle The Fortress. Et on voit en 2037 une Europe complètement ravagée par des pandémies, par l'explosion de la crise climatique. Et dans cette Europe, un seul pays est parvenu à sauvegarder ses richesses, et c'est la Norvège. Et donc beaucoup d'autres Européens vont vouloir rejoindre ce pays, sauf que ce pays va se protéger par un mur militarisé, être régi par des lois strictes, utiliser une IA eugéniste pour trier les demandeurs d'asile. Donc ce type de fiction nous offre bien une réflexion sur les dangers de l'isolationnisme. Et pour moi, cette dystopie, elle me fait un peu penser au mouvement survivaliste qui prône l'autarcie au niveau local et le repli sur soi au cas où tout pourrait s'effondrer. Et donc, comme mon roman, ces fictions, elles sont bien là pour nous garder en alerte et surtout pour nous montrer que ces questions dont on a parlé avec Patrick, alimentaires et migratoires, eh bien, elles sont devenues centrales pour comprendre l'évolution du monde en général. Cependant, la dystopie, comme pourraient le redouter certains, eh bien, elle ne nous résigne pas au pire. Elle doit nous inviter à nous interroger en fait sur nos rapports au pouvoir et sur notre capacité à rester éveillés, attentifs face aux évolutions politiques, culturelles, scientifiques. Et peut-être le conte donc a-t-il un rôle à jouer. Et là, je voudrais citer la préface de Patrick Sebo où il dit: pour stimuler la réinvention du collectif et du projet de société. Et je ne résiste pas au plaisir quand même de faire une belle citation pro domo pour la littérature d'un très grand auteur, Claude Simon, prix Nobel de littérature en 1985. Si les bienfaits des arts et des lettres apparaissent de façon moins immédiate que les découvertes de la science, il n'y a pas en effet de progrès en art. L'homme s'est cependant modifié chaque fois qu'un peintre, qu'un sculpteur, qu'un écrivain, eux-mêmes issus de la longue liste de leurs prédécesseurs, ont dit le monde d'une façon tant soit peu nouvelle. Alors, au-delà de cette profession de foi sur les arts, la littérature, eh bien moi, je voudrais quand même poser la question de l'enjeu narratif face à la défiance à l'égard de la science, face à l'offensive anti-science aux États-Unis et face à la prolifération des fausses informations. En fait, les scientifiques ne doivent-ils pas se saisir de cet enjeu narratif, inventer d'autres formats, investir les réseaux sociaux pour créer en fait les conditions d'un réel dialogue avec la société qui est un enjeu démocratique puissant de notre temps présent. Pour conclure, je pense que vous pouvez applaudir, j'ai vu certaines personnes. Et de remercier, je pense que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à me rappeler avec elle, et surtout de la remercier, je pense que ça le mérite. Nous remercier pour traiter de questions brûlantes, d'actualité et de prendre position aussi clairement pour ce qui concerne nous compris vis-à-vis de la science. Je voudrais juste dire quelques mots pour personnel, c'est la conviction que la beauté et la violence des mots et du récit tel que nous propose Catherine, ça nous permet d'éveiller les consciences individuelles et collectives, et ça nous permet aussi de stimuler l'imaginaire. J'espère que vous en aurez été convaincus après cela. Ça nous invite surtout derrière à rejeter l'inacceptable. Rejeter l'inacceptable, c'est ici le repli. C'est la misère, c'est la violence, c'est les enjeux climatiques, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Et par analogie, et je refais un clin d'œil à l'IHEST,
à construire des utopies. C'était le thème de mon cycle annuel, l'apôtre Léonard de Vinci. L'utopie, non pas comme quelque chose d'imaginaire qu'on n'atteindra jamais, mais comme un véritable projet social, un projet de société, en valorisant la géométrie touche par rapport à l'alimentation, en valorisant la diversité de cultures. Et j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai parlé surtout de la vision mondiale, mais juste pour donner un exemple qui parle, du coup j'étais hier en Éthiopie, qu'est-ce qu'on mange bien en Éthiopie? Et du coup, il y a bien sûr, vous trouvez la pizza et la sauce tomate, mais il y a aussi une diversité et une richesse culturelle et alimentaire qui est absolument phénoménale. Donc voilà, pour finir, je vous invite vraiment à lire le roman de Catherine pour concrétiser. Merci. Merci à vous pour cette séance très singulière. Merci à notre lectrice également. Je pense que c'était une occasion aussi. Alors ça avait pratiquement à un certain moment les allures d'une tribune climatique pour justement nous parler des fondamentaux que nous oublions peut-être parfois, mais en même temps c'est une forme de synthèse très intéressante qui nous montre certainement que nous sommes codépendants également, nous sommes interdépendants et nous pouvons être aussi actifs et de manière intergénérationnelle. C'est ça aussi qui est intéressant. Nous avons une génération qui va faire le monde de demain, qui est ici, et ils s'apprêtent à co-construire, et en même temps ils sont, je pense, très dans la déprime totale de ce que nous leur léguons, notre génération. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'arriver à co-construire avec ce sentiment-là. Donc c'est très intéressant de voir que deux générations peuvent aussi interagir sur ces thématiques et qu'elles ne sont pas si éloignées que ça sur les conclusions que nous en avons tous et tous. Alors, comme c'est d'usage, ici, il y a des questions qui sont possibles. Vous avez 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions à la salle? Yann? Oui. J'avais une petite question, mais d'abord je voulais vraiment vous remercier pour cette conférence que j'ai trouvée vraiment extrêmement intéressante et d'autant plus importante que c'est des préoccupations éminemment contemporaines et urgentes aussi. Ma question, c'était par rapport en fait justement à ce récit de fiction et donc à l'art en général qui sera capable, comme vous l'avez dit, de relier, de décentrer, de montrer par l'image et même de questionner en fait cet avenir. Et vous l'avez dit ensuite, un peu après, en fait, ce qui est aussi en jeu, c'est de nouvelles pratiques pour comment en fait sortir de cette crise. Et du coup, je me demandais, est-ce que pour vous, l'art peut ici être utile? Quel est son rôle en fait très concret face à cette crise? Est-ce que c'est seulement de venir montrer des avenirs possibles et donc de penser des solutions qu'on mettra en forme, en place plutôt? Ou est-ce que c'est justement plutôt un modèle, c'est-à-dire qu'il faut agir dans la société comme un artiste agit avec ses œuvres? Je vais esquiver la question en disant comme scientifique, je suis mal placé. mais au contraire, je le reçois comme je prends une casquette de scientifique pour le moment. Et je le reçois comme une incitation justement à dépasser la rationalité, à questionner le monde et à remettre la science dans une telle perspective, donc à m'enrichir de l'apport artistique sur lequel je me sens handicapé et incapable à titre personnel, mais justement pour arriver à me re-questionner, donc à relier. Je n'ai pas forcément répondu à votre question de manière satisfaisante et je pense que de ce que je sais du cursus,
vous êtes probablement encore beaucoup plus et beaucoup mieux à même de répondre à la question que moi. Alors, je voudrais répondre aussi. Mais en fait, moi je voudrais partir de la liberté en fait de l'artiste. C'est ça qui me paraît important parce que, je dirais ce que j'ai dit à un moment, on peut ouvrir vraiment tous les champs des possibles. Et d'ailleurs, on voit, j'étais récemment, je salue la directrice, l'ancienne directrice de l'IHST, Sylvain Casano, à la convention d'innovation managériale. Et où en fait, il y avait beaucoup d'artistes et d'auteurs. Et on voit que les entreprises et les organisations s'emparent de plus en plus de la fiction pour justement que dans un collectif, en prenant des artefacts justement, quand on est dans une entreprise comme le récit, pourquoi pas une vidéo, ou pourquoi un autre geste artistique, eh bien ça va permettre vraiment de libérer la créativité et pour ces gens d'entreprise un petit peu de laisser le court terme pour pouvoir vraiment se projeter et à travers, et on voit il y a des exemples, je voudrais vous donner un exemple récent, il n'y a pas que dans les entreprises d'ailleurs. Par exemple, l'armée française en ce moment, elle a ce qu'on appelle la Red Team Défense. Et en fait, l'armée a donc sollicité des auteurs de science-fiction, mais sans limite pour imaginer des scénarios, on a des de science-fiction totale, mais pour essayer d'imaginer ce qui pourrait arriver, les dangers qui pourraient arriver stratégiques à la France d'ici 10 ans. Et en fait, moi, les gens, quand ils ont lu, beaucoup d'auteurs m'ont dit on pourrait qualifier ton roman d'anticipation de conte. Et comme justement dans ce roman, il y a dans ce village, enfin plutôt il y a un lieu d'enfermement où ces migrants vont se retrouver et pour tenir, comme ils ont cette culture du conte, d'oralité, ils vont se raconter des contes. Et c'est très important parce que dans les contes, et par exemple dans les contes africains, eh bien, il y a beaucoup, dans ces contes, il y a vraiment un pouvoir d'action, de liberté, en fait, de révolte. Ces contes en servent finalement. Comme dit d'ailleurs, il y a des travaux d'un anthropologue qui s'appelle Roland Collin sur la force des contes africains, comme finalement un moment de l'aventure humaine et une parole en fait qui préserverait aussi notre humanité. J'ai un peu dévié par rapport à votre question, mais je pense que c'est la liberté du geste de l'artiste, de l'auteur, qui permet aussi cette projection dans le futur et de pouvoir ouvrir finalement des pensées collectives. Alors peut-être que la solution, ça serait aussi, plutôt que justement, on a cette expérience sur les entreprises, je trouve ça formidable. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait le pendant où les artistes proposent aux entreprises d'appliquer ce que eux veulent. Et ça serait très intéressant parce qu'on a toujours finalement les structures porteuses, les organismes qui vont inviter, et ça serait intéressant ça me fait penser à ça comme ça. Alors, c'est pas. Ça, c'est intéressant, mais à Grenoble, il y a un collègue qui a fait aussi l'IHEST, qui s'appelle Michel Hida, et qui a mené toute une action justement dans ce sens-là, c'est-à-dire l'innovation par les artistes répondant à des questions d'innovation. Oui, alors on a un collègue mathématicien aujourd'hui qui s'appelle Antoine Mander, avec qui d'ailleurs on a commis une formule de l'énergie artistique dans un livre sur la modélisation des données du réel, et qui lui est sollicité par la Banque mondiale pour imaginer les banqueroutes les plus folles, et il envoie ses résultats et ça permet de déjouer les banqueroutes. Enfin bon, c'est une histoire de fou, mais il me raconte ça, c'est vraiment incroyable. Ça sera la dernière question parce qu'on va partir à cause des chanteurs. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation, étant donné que je suis un peu cursus en relations internationales et dans l'art de recherche. Ça me fera une référence supplémentaire pour parler des questions migratoires et aussi sur les questions alimentaires. Moi, j'avais une question
questions concernant le monde alternatif, peut-être des futurs que vous pensez à travers vos récits, et savoir si c'était un futur plutôt global, étant donné que nous sommes dans des sociétés d'investissement. Je voulais savoir comment vous pouvez expliquer ce monde futur que vous voyez. Et ensuite, sur la question du migratoire, je trouve qu'il y a été assez sociologique, on parle vraiment d'un point de vue sociologique, quand vous disiez que la fiction permet d'expliquer des situations très individuelles sur l'immigration. Et je voulais savoir si c'était quoi votre avis sur les diasporas dans la question migratoire. Est-ce qu'on n'a pas bien entendu la fin en fait de la question? Je voulais savoir votre avis sur la question des diasporas pour l'immigration. Eh bien, justement, c'est une question essentielle, la question des diasporas. Et je vous avais mis en référence dans la bibliographie le rapport de l'Organisation internationale de l'immigration, le dernier de 2024. Et c'est important parce qu'il montre combien, justement, ces diasporas sont importantes à la fois pour le pays qui les accueille, puisque ce sont des gens qui travaillent, donc qui apportent à leur pays d'accueil, à l'économie du pays d'accueil. Et d'ailleurs, il faut le signaler quand même, le président du MEDEF, il y a quelques mois, a quand même appelé à ouvrir beaucoup plus à l'immigration du travail. Et nous étions avec Lucie Grasset en Bretagne, avec la région Bretagne, qui s'interroge sur sa démographie et ses politiques publiques, comment elle va les adapter. On avait un représentant de l'agroalimentaire responsable, la force de la France dans l'agro, c'est qu'on va aussi beaucoup la Bretagne, et eux, ces gens-là, ils sont aussi pour ouvrir et avoir une main-d'œuvre parce qu'ils ont trop. Je voulais signaler ça. Et là, les diasporas, en fait, on le voit, elles sont très importantes pour l'économie de leur pays d'origine. Et je voudrais juste citer un chiffre. En fait, les fonds qui sont rapatriés par la diaspora dans leur pays, ils s'élèvent à 831 milliards de dollars. Ils étaient 126 en 2000. Vous voyez, ça monte. Et ils sont même devenus supérieurs aux investissements directs étrangers, donc aux investissements des entreprises privées dans ces pays. Et depuis longtemps, ils sont supérieurs à l'aide publique au développement dans ces économies à faible et moyen revenu. Donc moi je salue les diasporas et il faut vraiment en parler. C'est très très important parce que souvent, effectivement, en ce moment, comme je l'ai dit, on parle de la migration de manière ultra négative. Alors que d'autres chiffres aussi, ce rapport est vraiment très très bien, le rapport de week-end. Il montre aussi qu'il y a de plus en plus d'étudiants aussi dans la mobilité internationale. Donc c'est un vrai apport. Et c'est important parce que certains pays, j'ai parlé de la grande puissance en creux de la Chine, certains pays l'ont bien compris et c'est devenu très très facile pour les étudiants africains, ceux d'Afrique de l'Ouest, qui étaient quand même des étudiants francophones, d'aller dans les universités chinoises. Et c'est peut-être aussi dommage pour nos universités de ne plus les recevoir. Autant que... Merci.